Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième podcast. Aujourd'hui, j'accueille Pierre Amelot, donc un bon pote, référenceur, directeur technique, je ne sais quoi. Il va nous dire tout ça. C'est vrai qu'il change de rôle souvent. Salut Pierre, Bonjour Thomas, bonjour à tous. comment ça va? Ça va très bien. Il y a du soleil aujourd'hui et il y a un petit podcast pour bien commencer la journée. Bon, je crois qu'on peut pas faire mieux. Ah, c'est cool. Je suis content que tu sois là aujourd'hui. C'est vrai qu'on a quand même pas mal discuté ensemble. Puis bon, on a passé une semaine dans ta ville à Annecy là. Ouais, c'est vrai que tu as accepté de venir passer une semaine à Annecy cet été. C'était cool. On a passé un bon moment entre boulot et détente. Et moi, je dois dire que j'ai quand même de la chance aujourd'hui parce que je suis interviewé par une star du web maintenant. Et il faut quand même le dire, Alexandra Martin qui t'a mis dans ses remerciements de son livre, voilà, moi, chapeau, chapeau, bravo. Bon, c'est pas grand chose, mais voilà. Je te remercie de dire des trucs pareils, mais j'ai- comme je te disais, voilà, j'ai l'impression d'être un intrus, pardon, à côté des autres noms, parce que voilà, je suis là depuis pas trop longtemps finalement, et bon, bah c'est sûr. Hein. Merci Alexandra, enfin je t'ai déjà remercié, Mathieu aussi, pareil. J'ai le bouquin qui est juste là d'ailleurs, il est là, voilà, si vous voulez l'acheter, bah allez-y. Bon, Pierre, on va peut-être Oui. commencer par une petite présentation. Qui es-tu? Que fais-tu? Enfin, tu sais, les questions classiques. Alors si on va faire la version courte parce que petite dédicace à Yannick qui se reconnaîtra, j'ai toujours tendance à faire des longues présentations. Je m'appelle Pierre, je suis né la même année que le web, je suis né en 89, donc j'ai 25 ans cette année. Aujourd'hui, mon métier au quotidien, c'est d'aider mes clients à faire le pont entre le monde du marketing et le monde de la technique. C'est deux mondes différents, c'est deux mondes qui ne sont le marketing n'est pas mieux ou moins bien que la technique. Les développeurs sont pas mieux ou moins bien que les marketeurs. Ils sont juste différents, ils ont un langage différent. Et moi, mon métier, c'est un métier de traducteur, pour faire simple. Voilà, ça fait une petite dizaine d'années que je traîne mes baskets dans le web. J'ai eu de la chance de pouvoir tomber dedans quand j'étais petit, faire mes premières lignes de code à 13 ans, vendre mon premier site à 16, monter ma première startup à 17. Et depuis, monter plusieurs entreprises, eu l'occasion d'être salarié pour des grands groupes, être salarié pour des agences et des SS2I, et eu l'occasion de travailler pour des grands comptes à travers l'Europe sur la partie référencement naturel, sur la gestion de projet et aujourd'hui sur des sujets qui sont plutôt liés au marketing digital et entre autres un sujet qui me tient assez à cœur qui est le marketing automation. Voilà, donc aujourd'hui mon quotidien et ce que je fais, donc j'habite à Annecy et mon rôle au quotidien c'est un rôle de support auprès de mon équipe, c'est-à-dire que je suis là pour leur apporter des solutions, leur apporter de la formation, mettre en place une certaine culture d'entreprise au sein d'une équipe euh, pour une entreprise qui s'appelle Eureos à Annecy. Et on est 10 aujourd'hui. C'est une petite boîte qui existe depuis 2006 maintenant. Et on a eu une belle croissance ces 2 dernières années, puisqu'on est passé de 3 à 10 personnes. Et j'ai rejoint l'aventure cet été et je suis maintenant associé. Et voilà, je m'éclate au quotidien. Il y a un terme que j'ai lu il y a quelques mois dans un livre qui est le terme de servante leader et ça me correspond tout à fait. C'est-à-dire que leader, je suis au front avec l'équipe et je suis pas juste un chef et le servante au service. Et ça me paraît important aujourd'hui. C'est-à-dire que mon rôle n'existe que parce que mon équipe est là. Voilà en Wow. version. Si, en Alors, version. moi, ce que je trouve impressionnant à chaque fois que tu te présentes, les gens connaissent maintenant ton âge, vu que tu as dit ton année de naissance, mais on a l'impression que tu as un CV d'un mec qui est là depuis 20 ans, quasiment 30 ans, quoi. J'entends, mais c'est pour moi aujourd'hui, c'est un CV de passionné en fait. Tous les gens qui Ouais, m'entourent mais dans le bon, monde du web, ils ont fait autant de projets que moi. ouais, mais franchement, attends, lance mon entreprise, t'as travaillé pour des clients grands comptes, etc. Là, maintenant, t'es directeur technique, manager, servant, leader, t'as dit, c'est ça? Un truc C'est comme ça? ça, oui. Voilà, enfin, tu te dis, voilà, moi j'ai presque ton âge, on a à peu près le même âge, j'ai pas fait autant, quoi. Et puis même quelques référenceurs ou même les marketeurs que je connais qui ont même mon âge, ils ont pas un CV si conséquent, quoi. Donc,
C'est chapeau. Moi, je dis chapeau, j'applaudis. Bah merci. Franchement, moi, je trouve. J'ai pas l'impression que ce soit extraordinaire, mais Mais tu t'en rends peut-être. pas compte, tu t'en Voilà, rends pas peut-être. compte, mais même Voilà. quand tu parles, etc., moi j'ai toujours trouvé que tu t'exprimais bien. Bon, tu m'as dit que tu avais fait du théâtre aussi, ça t'avait pas mal aidé. Ouais, Tu as appris la respiration, les trucs comme ça, c'est vrai, mais euh, moi je trouve voilà, que tu as du bon sens, t'as vraiment plein de capacités, etc., donc c'est cool. Ah, merci. Ouais, donc finalement, donc déjà c'est bien parce que tu vois, on est à 5 minutes, on n'est pas à 40. Donc quelqu'un s'est gouré. Euh, donc finalement, maintenant tu es chez Eureos, Oui. une agence sur Annecy. J'ai eu l'occasion d'ailleurs l'été dernier de faire la connaissance de une partie de l'équipe parce qu'aujourd'hui elle est un peu plus conséquente. Mhm. Donc vous êtes, enfin votre dada c'est le marketing automation et puis vous faites aussi d'autres choses à côté, Oui, développement site, en fait, référencement. pour faire simple, notre métier, c'est d'aider nos clients à vendre sur Internet. Alors, je l'ai entendu très souvent, mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que nos clients, ce sont des industriels pour la plupart, et que la question qu'on me pose tous les jours, c'est comment je vends une machine-outil à 100 000 euros sur Internet, ou comment je vends un groupe électrogène à 1 million de dollars sur Internet. Ouais. Donc voilà, ça c'est mon quotidien, c'est-à-dire que on était il y a 2 ans une agence web classique à faire du community management, à faire de l'achat de trafic, à faire du développement de site internet, à faire du à faire du référencement naturel, à faire tous ces métiers-là, de la rédaction, de la publication de contenu, tous ces métiers-là qui sont des métiers classiques d'agence. Et en fait, aujourd'hui, notre focus est sur les industriels. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nos premiers clients sont les agences web, justement, et les agences éditoriales. Et c'est c'est des métiers où ils sont encore très, très artisanaux. Et nous, notre métier, c'est d'industrialiser tout ça. C'est de dire, euh, pas comment je vais créer un nouveau site, mais comment j'en crée 100 nouveaux. Quand je travaille avec une marque internationale qui a 8 sous-marques et qui est présente dans 30 pays, bah, ça fait vite un gros, gros volume de sites Internet. Donc, comment je fais pour créer 100 nouveaux sites comme ça? Comment je fais pour produire du contenu sur ces sites-là? Comment j'industrialise tous ces processus? Et comment j'amène des outils qui amènent plus d'efficience, une meilleure qualité, un meilleur temps d'exécution. Et aujourd'hui, on se rend compte que les meilleures personnes pour travailler avec nous sont les agences et qui gardent le lead avec les clients. Alors, je dis agence, mais c'est des freelance, c'est des indépendants, c'est des regroupements d'indépendants, ce sont des grands comptes aussi pour certains. Mais notre objectif n'est pas d'être prime sur un client, notre objectif est de servir nos clients du mieux qu'on peut avec nos logiciels et surtout d'amener de nouvelles solutions. Donc aujourd'hui, on a 4 solutions technologiques, 4 solutions logicielles, certaines qui sont matures et d'autres qui sont encore en cours de développement, dont une qui est du marketing automation. Mais notre approche du marché, elle est de dire, on part de problèmes concrets et on va pouvoir en parler. Et l'objectif, c'est de trouver des solutions. Et moi, j'aime bien l'approche des 2 fondateurs de Google, qui est une approche 1000 fois plus. Quand j'ai un problème ou quand j'ai un défi, l'objectif, c'est pas de faire 2 fois mieux, c'est de faire 1000 fois mieux. Parce que dans ce cas-là, on est obligé de tout reprendre à zéro, de reprendre les fondations, les bases, et d'avoir un résultat qui doit être forcément différent, avec une approche différente, parce qu'on ne peut pas faire 1000 fois mieux en faisant 1000 fois une fois qu'on fait bien. Une fois une chose qu'on fait bien. Hmm. Voilà. Et si aujourd'hui, un site internet me prend, allez, admettons 15 jours de travail à temps plein, si je dis je veux en faire 100 ou je veux en faire 1000, je ne peux pas me permettre de faire 15 fois 100 ou 15 fois 1000. C'est juste pas possible. Il faut trouver quelque chose pour justement Voilà. que ça aille plus vite et pour voilà, multiplier, mais ça te coûte Voilà. moins cher pour ton client, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, donc, nos 4 grands domaines d'action sont le marketing automation, tout ce qui est publication de contenu, donc tout ce qui est industrialisation du processus de publication de contenu, de validation chez les clients, de légal et de marketing qui est assez complexe autour, puisque un contenu, c'est facile à produire. Quand on a des moyens, on fait appel à des journalistes, mais derrière, il y a toute la partie validation, le sujet, l'éditorial, donc, et puis rentrer tout ça dans une stratégie d'entreprise, une stratégie marketing. Voilà, c'est un métier, donc on accompagne sur la partie processus. Il y a toute la partie conversion, parce que c'est cool d'amener du business sur son site, mais ça serait bien d'en faire un lead, un prospect. Au moins, j'ai le contact de la personne. Et le dernier élément qui est la partie BI, Business Intelligence, donc tout ce qui est indicateur de performance, euh, comment j'arrive à avoir la bonne information sur mon business au bon moment vers la bonne personne. Parce que quand je suis le directeur dans l'entreprise, ou quand je suis le responsable des commerciaux, ou quand je suis un opérateur, je n'ai pas besoin des mêmes informations. Donc comment moi, dans mon business tous les jours, je peux faire évoluer
la manière de faire mes processus, comment je peux prendre des décisions à partir de données qui sont données au bon moment, au bon endroit. Donc voilà, c'est à peu près ces 4 sujets-là aujourd'hui qu'on traite. Il y en a d'autres qui risquent d'arriver. On a déjà quand même pas mal à faire. Voilà, 4 lignes logicielles, on est une dizaine aujourd'hui et surtout ce qui est important, c'est on s'amuse au quotidien, on a des projets qui sont passionnants et je travaille avec une équipe de passionnés et moi je prends mon pied tous les jours. Ok. Alors là, moi je retiens un truc là. T'as parlé de contenu, publication de contenu. Mhm. Euh, Aujourd'hui, bon, tu dois sûrement le savoir, en référencement, il faut pas mal de contenu. On parle même aujourd'hui là d'un Google nouvelle génération qui serait sans les liens et qui se baserait sur l'information la plus précise, la plus vraie, si je puis dire, avec bon tous les critères qui y a à côté aussi. Mais bon, en gros, le contenu aujourd'hui c'est sacré. Comment tu fais pour publier du contenu en masse, pour qu'il soit de qualité, en même temps que ça soit quelque chose de cohérent. On parle de, par exemple, de cocon sémantique, enfin tous ces trucs-là. Mhm. Comment tu peux faire aujourd'hui pour faire du contenu? Tu vas dans, je sais pas, un pays lointain et puis tu payes un mec Non, au alors lance-pierre. on travaille avec des journalistes en Europe, on travaille avec des journalistes dans le monde entier, mais quand on travaille avec un journaliste à l'étranger, c'est parce qu'on a besoin d'une langue de son pays. Oui, non, précisément. Donc voilà, aujourd'hui, on ne produit pas de contenu à Madagascar, on ne produit pas de contenu en outsourcing, on n'achète pas de contenu chez des brokers. Tout le contenu qu'on produit, c'est par des journalistes qui ont aussi tout le côté référencement et rédaction web. Et moi, c'est ces 3 moyens qui sont importants. Avoir un vrai journaliste qui est capable de traiter un sujet, de mettre une ligne éditoriale, de me mettre une charte éditoriale en place et de travailler, de la respecter, de définir comment je vais améliorer le référencement de mon client et comment mon contenu va l'aider. Et ensuite, le dernier point qui est important pour moi, c'est qu'il soit capable d'écrire pour le web, avoir une écriture qui soit fluide et avec, surtout aujourd'hui, quand je parle d'un contenu, je peux te parler d'un communiqué de presse, je peux te parler d'un article de blog, je peux te parler d'une page d'un site web, je peux te parler d'un tweet, mais je peux te parler aussi, on fait beaucoup de veille et de curation pour nos clients. On a un produit qui s'appelle chez nous le Community Portal, qui est un portail communautaire privé qui est pour nos clients sur lequel ils peuvent faire leur veille et diffuser leur veille. Donc tout ce qui est curation, hein, comme un groupe sur LinkedIn par exemple. Donc ça c'est privé à l'entreprise et on a des prestations derrière où on les accompagne pour faire cette curation dans le domaine industriel. Donc là on bosse avec des spécialistes dans le monde de l'industrie Ouais. qui sont même plus des journalistes à ce niveau-là, hein, qui sont des Oui, curateurs, qui sont des industriels et qui sont capables aujourd'hui de dire OK, pour telle entreprise, voilà quelles sont les tendances de votre marché, voilà ce qui se passe chez vos concurrents. Voilà, on a des exemples tous les jours de sujets. OK, vous avez été dans tel salon à Hanovre, mais quel retour vous avez eu sur le salon? Est-ce que vous avez été vu par la presse? Qu'est-ce qu'on dit de vos concurrents? Qu'est-ce qui est sorti sur ce salon? Et donc, cette veille qui se fait directement dans l'entreprise et qui se fait avec des consultants externes. Donc, pour répondre à ta question, aujourd'hui, le contenu, surtout quand on parle d'un community portal, le contenu est privé, il joue pas forcément sur le référencement. Euh, En fait, il y a une double réponse. Il y a la première chose, et le premier axe de travail, il est oui, le contenu joue sur le référencement quand c'est du contenu public qui est posté, mais c'est un ensemble. C'est-à-dire que oui, il faut travailler concours sémantique, oui, il faut que ces pages elles soient écrites correctement, et la plupart des industriels avec lesquels je bosse partent de tellement loin que déjà, quand on leur crée un site avec 10 pages qui sont écrites proprement, par quelqu'un qui est de l'extérieur capable de prendre du recul, parce qu'un industriel en général connaît son métier, mais juste parfaitement. Mes clients industriels, ils sont hallucinants quand ils m'expliquent leur métier. Par contre, quand ils doivent l'écrire sur papier, c'est pas leur métier. Et donc c'est toujours poussif, ils prennent énormément de temps et ils arrivent à avoir un résultat qui est juste, on a l'impression que ça fait pas sérieux parce que c'est pas leur métier. Et donc, moi, demain, je pense que si je me mettais à faire leur métier d'industriel, je serais pas bon. Eh bien, eux, quand ils font du contenu pour le web, quand ils font un site web, ils n'arrivent pas à atteindre un niveau de qualité qui soit suffisant. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on les accompagne dans la remise à jour de leur site internet, techniquement, par exemple. Et derrière, surtout, on les accompagne sur produire le bon contenu, définir la bonne charte éditoriale, définir le bon ton. Alors, bien sûr que c'est pas nos journalistes qui s'enferment dans une tour d'ivoire et ensuite on décide ce qu'il faut faire. C'est un dialogue constant avec le client, hein. Et on produit ce contenu-là. Donc, on a un site de base. Et puis, la question derrière, une fois qu'on a ce site de base avec 10 pages, on est bien d'accord que cocon sémantique, quand on discute avec toi, quand je discute avec Laurent, on parle plutôt de plusieurs centaines de pages. Moi, quand je travaille sur un cocon sémantique, en dessous de 400 pages, je trouve ça ridicule. Maintenant, aller voir un client puis lui dire, bon, on va produire 400 pages de contenu la prochaine année sur une petite ça lui PME fait peur, ouais. industrielle.
voilà, qui fait 10 millions, qui Ouais. fait 20 millions de chiffres, c'est pas possible. Donc, commençons par une base qui le rend sérieux parce que quand j'amène mon visiteur, il doit convertir. Même si j'emmène pas beaucoup, l'objectif c'est d'augmenter les taux de conversion. Et ça, c'est la première réponse. C'est oui, on joue sur le référencement, mais aujourd'hui, un contenu pour moi peut être un tweet, peut être une curation sur LinkedIn, peut être un portail, une info privée dans un portail qui va aider les commerciaux à vendre. Donc, on joue pas que sur le côté référencement naturel. Et puis après, il y a autre chose. Aujourd'hui, je fais un focus sur comment libérer son entreprise de la dépendance à Google. Google AdWords sur l'achat de trafic et le référencement naturel. Alors quand je dis libérer de la dépendance, c'est le grand titre, le grand teaser, mais Ouais, le résultat c'est qu'on va toujours en avoir besoin. Mais la question c'est que si demain Google change les règles du jeu, comme ça arrive très régulièrement, comme c'est arrivé à un de mes clients très récemment sur du AdWords, il a perdu des sommes assez importantes parce que Google avait changé les règles du jeu et qu'il avait juste souhaité pas les respecter par manque de connaissance de ces règles. Et bien, ce qui s'est passé derrière, c'est que lui, il a perdu beaucoup de chiffre d'affaires. Donc, demain, entre autres avec le marketing automation, entre autres avec d'autres outils sur lesquels on travaille, de l'accompagnement, de donner l'information au bon moment, au bon endroit pour le bon commercial, par exemple, eh bien, oui, on fait du référencement naturel, oui, on fait de l'acquisition de trafic, on augmente les taux de conversion du trafic qui vient, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les 1% de trafic qui vont convertir sur ton site. C'est génial si ton site, il fait 2% de conversion, parce que, ok, c'est cool, mais les 98% autres, alors admettons que sur 100%, il y en ait la moitié qui soit perdue sur ton site. Donc ça veut dire qu'il y a encore 45, 46 ou 47% des gens qui m'intéressent fortement. Et alors ces gens-là, comment je peux les capter, comment je peux les convertir, pas forcément pour les faire acheter tout de suite, ouais, tu mais utilises d'autres voilà, méthodes, quoi. entre autres avec le marketing automation, comment je peux nourrir une relation avec eux, comment je peux les accompagner dans un processus de prise de connaissance de mes produits, de mon entreprise, de demande d'information. Et à partir de là, eh bien, j'ai déjà quelqu'un qui n'est plus juste une adresse IP, un visiteur dans Google Analytics, mais qui est alors ce que nous on appelle un prospect fantôme, puis après un prospect froid quand on a juste son email, puis on le qualifie petit à petit. Et puis au bon moment, ça fait 6 mois que je le connais, j'ai entretenu une relation automatisée avec lui. Et bien au bon moment, je déclenche l'action et il y a un de mes commerciaux qui va l'appeler, qui va lui dire, voilà, maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on se rencontre et je vais vous proposer, nous présenter nos dernières offres produits, puis on va discuter de vos besoins. Sauf que le commercial qui l'appelle, il a déjà 6 mois d'historique, il sait comment il s'est comporté, il sait ce qu'il a déclaré, il sait les informations qu'il lui a données. Et aujourd'hui, on est bien d'accord que quand je vends un groupe électrogène à 1 million d'euros, eh bien, c'est pas je fais un site e-commerce, je mets mon groupe électrogène dans mon panier et je fais un paiement 10 fois sans frais, quoi. Non, ça marche pas. C'est je suis ingénieur, je vais devoir m'assurer déjà que mon groupe électrogène, parce qu'un million d'euros, ça fait des gros groupes électrogènes qui rentrent dans le bâtiment que je suis en train d'imaginer, de concevoir dans mon bureau d'études ou que j'ai construit. Une fois que je me suis assuré ça, ça va être toute la partie acheteur qui va faire le travail de négociation commerciale. Mais l'acheteur, lui, c'est est-ce que l'entreprise fait des produits de qualité, quelle est la garantie derrière, quel est le prix à quel on va me le donner, si demain j'en achète 50 sur 6 mois, est-ce qu'ils sont capables de me les livrer? Et donc, quand je suis ingénieur technique, ce qui m'intéresse, c'est qu'on me parle à moi avec un dialogue technique, qu'on me dise que la marque est implantée dans tous les pays du monde et qu'on a un bureau à côté de chez moi. Je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si le matériel répond à mon besoin. Quand je suis acheteur, avoir une information technique, ça ne m'intéresse pas. La plupart de nos clients travaillent dans les domaines du bâtiment, de l'électricité, de l'aérospatiale, de l'industrie, de l'automobile. Mais quand je m'adresse à quelqu'un qui est dans l'industrie, si je lui parle avec des termes de l'automobile ou si je lui explique mon dernier produit que j'ai sorti pour le monde de la pharmaceutique, mais il n'en a rien à faire. Oui. Donc, Forcément, l'idée, c'est de cibler cette relation. Voilà. Ok. Donc, pour répondre à ta question, oui, le contenu aujourd'hui est de référencement naturel, mais en fait, le contenu chez nous, il est bien plus que ça, puisqu'il y a plein de contenu qui va être produit, qui ne sera jamais visible sur une page publique, qui sera dans un email envoyé par un outil de marketing automation, qui sera sur une page d'atterrissage, qui sera un tweet, qui sera un statut sur Facebook ou un élément de curation dans un portail privé. Et tous ces éléments-là, réunis ensemble, vont dans la même direction, qui est un seul objectif qu'on aide qui est l'objectif que tous nos clients ont, c'est améliorer leur efficience sur Internet et surtout, on est bien d'accord, vendre. Vendre, de toute façon, c'est l'objectif de toute entreprise, hein. Faire plus de chiffre d'affaires
avec des coûts et des investissements qui sont rationalisés. Donc c'est là-dessus qu'on travaille aujourd'hui, et c'est aussi pour ça que je suis en train de réfléchir à écrire un article suis-je Google dépendant ou comment réduire ma dépendance à Google. Alors j'attends de voir s'il y aura une levée de bouclier des référenceurs. Mais Tu vas dans l'index, hein, c'est fini. voilà, c'est ça. Ensuite, tu te débrouilles avec le reste, hein, c'est tout, les réseaux sociaux et puis tous les Voilà. autres canaux. Hein. Mais la discussion, elle sera plus large. Elle sera de dire que oui, on aura toujours besoin de publicité, on aura toujours besoin de référencement naturel, mais à terme, ce soit des éléments qui sont dilués dans un éventail beaucoup plus large d'éléments. Parce que si demain, je fais juste l'achat de trafic, par exemple sur AdWords, et puis que les règles du jeu changent, ça veut dire que du jour au lendemain, j'ai plus de trafic. Plus rien, zéro. Mais c'est clair. Donc, si j'ai une boîte de 10, 15, 20, 50 personnes, je fais quoi? Du jour au lendemain, je mets la clé sous la porte? C'est juste pas Ouais. possible. Bah, dans les 2 premiers podcasts, d'ailleurs, on en parlait quand même assez longuement. C'est que il faut vraiment avoir une bonne distribution sur toutes les méthodes qu'il pourrait y avoir Mm. pour avoir du trafic et puis pour avoir du prospect, etc. quoi. Donc, finalement, ouais, il faut pas se focaliser seulement sur le SEO. Et d'ailleurs, moi, avec mes clients, je leur dis voilà, quand on commence un site, moi j'ai eu l'occasion de travailler avec des gens qui n'ont pas encore lancé leur site, qui travaillent sur des plateformes ou qui ont créé leur CMS de A à Z. Et je leur dis, voilà, clairement, le SEO va pas tout faire, surtout pour lancer un business. Et il faut mettre un peu d'AdWords. Et puis à côté, il faut aussi jouer sur accrocher un peu le visiteur, lui dire qu'il y a un truc qui va s'ouvrir bientôt et préparer les choses. Et puis si le business est vraiment lancé, le site est lancé, là on va partir sur quelque chose où justement si on a un pépin avec un canal, bah voilà, direct, on passe sur les autres, quoi. Il faut, c'est important, quoi. On l'a déjà dit, on le dit souvent, et je le répéterai encore beaucoup, je pense, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mm. Et c'est pas juste une belle phrase. Moi, c'est une réalité que je vois tous les jours. J'ai vu des business se casser la gueule parce qu'ils avaient fait un focus sur un canal d'acquisition, et le canal d'acquisition pouvant être de la pub sur YouTube, hein. Mais c'est suffisant pour du jour au lendemain, les règles du jeu changent, on n'a plus les moyens de se payer la publicité, ou la publicité qu'on se paye ne rapporte plus autant. Et bien derrière, la cible qu'on avait, elle a changé de canal, et là tout d'un coup, on la touche plus, et c'est très dangereux. Et aujourd'hui, pour aller encore plus loin, sur ta question du référencement naturel, Mm. beaucoup de mes clients aujourd'hui me disent, alors on va parler de clients qui font quelques millions, quelques dizaines de millions de chiffres d'affaires, donc ça reste des petites, des PME. Euh, la question qu'on me pose, c'est Pierre, moi je vais arrêter l'acquisition de trafic. Alors au sens large du terme, hein, réseaux sociaux, achat de trafic, et SEO, branding, voilà. Parce qu'en fait, j'ai trop de prospects dans mon CRM et j'arrive pas à les traiter. J'ai pas assez de commerciaux. Et ce qu'on me demande, c'est d'arriver à organiser ce travail avec les prospects pour savoir à quel niveau ils sont qualifiés. Et en général, ce qu'on prend, c'est que on prend l'équivalent donc soit de l'entonnoir de conversion, soit d'un grand bassin. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la crème. C'est ceux qui sont chauds. Maintenant que je dois appeler, je vais décrocher mon téléphone, et au lieu de taper au hasard dans 600 prospects qui sont dans mon CRM, je vais en appeler 10, et ces 10-là sont déjà chauds. Et quand je vais les appeler, ils vont me dire, ça me fait super plaisir que vous m'appeliez, vous répondez pile à mon problème maintenant. Ouais, tu veux Donc pas louper le coche, quoi, en quelque sorte. voilà. Et aujourd'hui, on a des clients avec lesquels on a mis en place ce genre d'outils. Moi, j'ai un client, je peux te donner un exemple chiffré tout simple, un client qui fait 10 millions de chiffres d'affaires. On lui a mis en place l'outil qui lui permet entre autres d'avoir tous les matins dans un email les 10 prospects à rappeler, avec le détail de tout ce qu'ils ont fait les 90 derniers jours sur le site, avec leur demande de livre blanc, leur demande de catalogue, de devis. Et ben ces 10 prospects chauds, on les donne au commercial, et le commercial, tous les jours de l'année, il a fait son travail. Et ben ils ont fait plus 1 million d'euros de chiffre d'affaires en un an. Alors bien sûr que l'outil en lui-même, si l'email il arrive dans une boîte qui n'est pas consulté, ça sert à rien. Par contre, le commercial sort rien, il a sa base de prospects, il tape dedans au hasard, et pour avoir 10 prospects chauds qu'il peut convertir tous les jours, c'est très très difficile. Et donc en fait, on arrive à réunir deux métiers dans l'entreprise, le marketing et le commercial, qui aujourd'hui sont des métiers qui se battent. Ouais, mais le commercial va dire que le marketing coûte cher et rapporte rien. Et le marketing dit, mais attends, on a plein de commerciaux et ils sont pas efficaces. Le marketing va faire son travail de qualification du pipe, et le commercial va faire son travail de closing. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que moi j'ai pas mal de boîtes où on met en place nos outils qui disent, mais attends, mais ça veut dire que mes commerciaux, j'en ai plus besoin. Si, vous en avez besoin.
Mais sauf que vous n'allez pas les payer pour faire 98% du boulot. Vous allez les payer pour faire les 2% là où ils ont de la valeur. Ouais, tu les fais travailler ensemble, Voilà. mais Parce que ils sont quand même cloisonnés, quoi, un petit peu. bah, l'information passe de l'un à l'autre et surtout elle passe de manière qualifiée. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de mettre en place, hein, et ça demande toujours pareil. Hein, c'est pas parce qu'on arrive et on n'a pas une baguette magique qui permet d'avoir une solution tout de suite. Hein, ça s'améliore et en général, il faut plusieurs mois, voire potentiellement un an pour que les processus soient rodés. On a des résultats, mais les résultats sont pas forcément efficaces tout de suite. Quoique, moi j'ai vu des entreprises où on a mis en place des choses. Quand tu augmentes les taux de conversion de plus de 60% dans la semaine, tu te dis, bon, juste, c'est que tu es arrivé au bon moment avec la bonne formule et que tu as eu un coup de chance avec ton client. Voilà, Après, tous les business sont différents, hein. Il y en a où ça va marcher, d'autres un peu moins bien. Il va falloir fournir plus d'efforts ou vraiment essayer de faire des tests pour voir ce qui marche pas. Et c'est vrai que bah, ça prend du temps parfois, hein. Comme le SEO, hein, des fois, il y a un petit truc qui va faire que le site il va grimper d'un coup, et puis il y en a d'autres, ça va te prendre des lustres et des lustres, notamment se pénaliser. J'ai l'exemple d'une cliente, j'attends Pingouin, j'attends quelque chose de la part de Google, c'est compliqué. On se Et pose pas mal de questions. tout prend du temps. Tout prend du temps et moi je le vois même en interne pour nos propres produits, notre propre communication, ça prend du temps. Mm. Le fait de prendre le temps de se voir et discuter sur un podcast avec toi, le fait de se dire mais attends, il me faut des pages d'atterrissage pour mon business, il faut que j'achète du trafic, mais nous-mêmes pour nos propres outils, hein, on n'a personne à convaincre, c'est juste qu'il faut qu'on y aille. Bah oui, mais il y a toujours des urgences, il y a toujours des priorités et je le vois bien chez mes clients. Le digital est une de leurs activités parmi tant d'autres, un de leurs canaux d'acquisition et il faut mettre des moyens, il faut mettre du temps. Et des fois, bah, on arrive à des gens qui disent bah, on aimerait le faire, sauf qu'on n'y arrive pas. On n'a pas le temps, on n'arrive pas à prendre le temps. J'ai des clients qui n'arrivent pas à prendre le temps de me briefer sur un besoin, tellement ils sont sous l'eau, parce qu'ils ont trop de boulot, parce que ils ont besoin de gérer leurs équipes, parce qu'ils sont pas assez. Et en général, on n'est pas, on est rarement surstaffé, parce que bah, un salaire coûte cher, hein, c'est une réalité du monde de l'entreprise, que ce soit en France ou ailleurs, un salaire coûte cher. Faut pas qu'on se plante. Parce que bah, moi j'étais du business maintenant et je suis capable de payer mes salaires pendant 6 mois, mais est-ce que je serai encore capable de les payer dans 18 mois? Et c'est des questions qu'on se pose nous en tant qu'entreprise. Moi je vois tous mes clients se les poser tous les jours. Mm. Parce que on veut pas faire d'erreur de gestion, quoi. Si j'embauche une nouvelle personne et que je coule toute la boîte, est-ce que c'est une décision qui est vraiment raisonnable? Donc voilà, c'est une réalité et moi je le vois tous les jours et dans mon métier avec mon rôle de direction, mais aussi chez mes clients, chez mes partenaires. Euh, donc pas plus tard que la semaine dernière, j'ai discuté avec une amie qui a une agence et qui se pose la question de la croissance, qui se pose la question de comment améliorer son niveau de service, son niveau de qualité pour ses clients. Et donc, bah, une des réponses, c'est de grandir, c'est d'embaucher. Et même si c'est embaucher un contrat pro, même si c'est embaucher un stagiaire qui demain sera salarié à temps plein, bah, la question, elle est comment je vais faire pour gérer cette pression supplémentaire d'aller chercher du nouveau chiffre d'affaires tous les mois. Et je suis obligé d'y aller tous les mois. Parce que bah, en tant qu'entrepreneur, quand je suis tout seul, si je me paye un peu moins, un peu plus un mois, c'est pas très grave, je lisse sur l'année. Mais bah, là, dans le cas de salarié, bah, c'est pas possible. Et donc, bah, c'est une contrainte. Et aujourd'hui, moi, je le vois, je le vois au quotidien, hein, chez nos partenaires et chez les clients. Donc, c'est aussi des questions qu'on se pose de comment on investit de manière la plus efficiente possible. Parce que je peux pas aller voir mes clients et leur dire, bah, il faut investir sur 10 cadeaux en même temps. Mm. Et Parce puis qu'ils auront ça coûte trop pas les cher moyens. d'un coup, et puis Ah, ils ont besoin de ceux qui sont prioritaires surtout, et puis bien sûr. Et la plupart n'ont pas les moyens pour investir correctement dans chacun des canaux. mm. Donc, Bon, donc finalement, bon, on a parlé de plein de choses là. On a parlé du contenu, t'as parlé du marketing automation, mais bon, finalement, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le marketing automation? Parce qu'on entend parler de ça sur pas mal de blogs aujourd'hui, mais qu'est-ce que c'est? Parce alors, qu'on a ces histoires de pubs à la limite qui se mettent en fonction de ce que tu as visité, machin bidule. On pourrait dire qu'en quelque sorte c'est pour attraper du client sous un peu alors marketing. si Mais tu parles du remarketing, j'imagine. ouais, Alors, le remarketing, euh, le seul point commun avec le marketing automation, c'est le thème marketing. On est sur du ciblage publicitaire. Pour moi, ça a strictement, rien à voir. 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 Rien
Alors, le marketing automation, c'est quelque chose d'assez simple dans son concept, qui peut être complexe dans sa mise en œuvre, puisqu'il y a différentes manières de le faire et de s'adapter. Concrètement, c'est de mettre en place des scénarios automatisés qui vont accompagner un prospect dans sa qualification ou accompagner un client dans sa vie. Concrètement, le pendant dans la vraie vie, c'est le commercial. Le commercial ou l'account manager qui va connaître son client, qui va savoir que son client, il faut qu'il appelle tous les mois pour faire un point, pour savoir comment ça va, s'il y a des nouveaux projets, et qu'un autre client, il l'appellera toutes les semaines, et un autre client, il l'appellera 2 fois par an. Parce qu'en fonction de la relation qu'il aura avec lui, et du temps qu'il aura, de sa maturité technique, de la maturité sur les produits qu'il vend, eh bien, il saura le temps qu'il doit passer avec lui. Sauf que moi, si je demande à un commercial de traiter 10 millions de clients en même temps, il n'est pas incapable de le faire. Donc ce qu'on fait, c'est qu'avec le marketing automation, on fait ça de manière automatisée. Donc concrètement, ce sont des pages d'atterrissage sur ton site internet qui vont permettre de convertir un client, alors un visiteur anonyme, une IP et une localisation en une adresse email, en des informations personnelles. Donc on est sur du déclaratif. Enfin, voilà, je m'appelle Pierre Hamelot, je suis un homme, je suis né à telle date, ou je suis référent technique dans mon entreprise, j'ai un poste de direction, j'ai voilà les éléments que je peux donner en déclaratif. Et il y a du comportemental. Le catalogue que j'ai été voir. Par exemple, j'ai passé 5 minutes les 90 derniers jours sur le catalogue A, alors que j'en ai passé 15 sur le catalogue B. Et si le commercial m'appelle, il risque plus de me parler du catalogue B parce qu'il y a des chances que ça m'intéresse plus. Concrètement, pour une agence web qui vend des sites internet et qui vend aussi du référencement, s'il a un de ses clients qui lui a acheté un site internet et puis qui 6 mois plus tard revient voir son site internet en lui disant rien du tout, c'est-à-dire pas de contact, pas d'infos, juste il visite le site internet et visite la page sur les prestations de référencement naturel. Bah, peut-être qu'il serait intéressant que de manière complètement automatique, puisque j'ai vu que mon visiteur que je connais, qui est déjà dans mon CRM, que je trace via un cookie, via son IP, que j'ai vu qu'il venait sur mon site internet voir toute la partie référencement naturel, bah, je vais dire à mon commercial de le rappeler, alors pas forcément dans la minute, c'est pas l'objectif, hein. L'objectif c'est de dire au prochain point que tu fais avec lui, et en tête qu'il est intéressé par les prestations de référencement naturel. Donc on peut faire ça avec un lien du web vers le réel, on peut faire un lien avec, par exemple, quand tu travailles avec une salle de sport, comme aujourd'hui on travaille à Annecy et à Genève, je sais aujourd'hui que quelqu'un qui s'abonne, s'il vient pas au moins 1 à 2 fois par mois, sur les 3 premiers mois, il ne se réabonnera pas la deuxième année. Donc mon objectif, c'est de m'assurer qu'il vienne au moins 3, 4, 5, 6 fois les 3 premiers mois. Et pour ça, eh bien, je vais relier mon soft de marketing automation avec la badgeuse qu'il y a dans toutes les salles de sport en accès libre. Et donc, je sais combien de fois il est venu et je suis capable de faire des scénarios pour le relancer. Un scénario, ça peut être l'envoi d'un email, ça peut être demander à quelqu'un, un coach, de l'appeler. Donc, je donne un ordre dans le CRM et je lui dis, bah, ce serait cool de rappeler Monsieur Martin, ou lui envoyer un SMS en lui disant, au fait, le prochain événement, la prochaine soirée Pilates qu'on fait, c'est mardi soir. Sauf que cette soirée Pilates, j'ai 2000 membres dans mon club et j'ai 20 places. Je ne vais pas envoyer à 2000 membres l'information. Je vais envoyer l'information à ceux qui sont prioritaires, et ceux qui sont prioritaires, ça va être potentiellement les membres qui ne sont pas beaucoup venus le mois dernier. Voilà. Et tout ça de manière complètement automatique. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il y a 10 ans, on a découvert l'emailing dans les entreprises. Et aujourd'hui, on envoie des dizaines de milliers d'emails à la même liste. On prend une liste, on envoie un email et on l'envoie 10 000 fois. Avec le marketing automation, une liste de 10 000 contacts, on n'envoie pas 10 000 emails, on envoie des emails et potentiellement 10 000 fois un email. C'est-à-dire que si tu es venu sur mon site, que tu as marqué un intérêt pour un produit et que tu n'es pas revenu depuis 90 jours, je vais peut-être te relancer. Mais à ce moment-là, je vais t'envoyer un email à toi. Et en fait, c'est ce qu'on appelle des scénarios auto-déclenchés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es venu sur mon site, tu es membre gratuit de mon site et je veux te faire passer un compte premium, tu es membre depuis plus d'1 an, tu as vu ma page d'atterrissage orientée pour les recruteurs, tu as passé plus de 5 minutes sur cette page d'atterrissage, mais tu n'as pas rempli le formulaire, eh bien, dans les 24 heures, je t'envoie un email te disant « Cher Thomas, si vous prenez votre abonnement premium d'ici dimanche soir, je vous offre 25% sur la première année. » Ouais. Donc en gros, finalement, tu es en train de dire que c'est un ensemble de systèmes qui s'adaptent en fait au client et qui va, en fonction des résultats, adapter un email, adapter une manière de communiquer pour convaincre. Oui, c'est ça. Et c'est clairement du marketing adapté au digital, au service des ventes.
et surtout de manière complètement automatisée. C'est pour ça qu'on parle de marketing automation, c'est puisque une fois que les scénarios sont en place, on les améliore au fur et à mesure du temps, mais le gros du travail est fait et l'outil fonctionne, que ce soit pour un visiteur sur le site comme pour 10 millions. Et il fonctionne tout seul. Il remplace toute une partie de qualification du commercial. Aujourd'hui, l'exemple que je prends souvent, c'est l'exemple des marques automobiles. Donne-moi une marque et on va t'expliquer comment elle fonctionne. Tu vas voir aujourd'hui. Choisis une marque. Je sais pas, moi, Porsche. Porsche. Si demain tu vas sur le site de Porsche, Porsche a mis beaucoup d'argent, comme tous les constructeurs automobiles, dans un truc qui s'appelle un configurateur. C'est-à-dire qu'ils vont te faire une super interface pour que tu puisses choisir le modèle de Porsche que tu veux, que tu puisses choisir les finitions, les options, la couleur. Mais l'objectif de Porsche, c'est que tu passes le maximum de temps possible sur ce configurateur et que tu aies une vraie expérience avec la marque. Et à la fin, on va te dire, bah, maintenant que tu as passé 30 minutes sur le configurateur, on vous rend service. Laisse-moi ton email et je t'envoie la configuration par mail et tu auras un lien sur lequel tu pourras cliquer et revenir sur ta configuration. Ouais. Ou alors, quitte le site et tu devras recommencer à zéro à chaque fois. Et si tu me laisses ton email, donc ça c'est le côté incitatif, c'est la carotte, je t'en rajoute une deuxième et je te dis, voilà, tous les mois, on offre 10 tablettes à gagner pour ceux qui nous donnent les informations suivantes. Nom, prénom, informations sociodémographiques, savoir si t'es marié, l'âge que t'as, voilà, des informations comme ça. Et on s'arrête là. Et je te promets de pas communiquer. Je te promets pas revendre tes infos, ce qui sera vrai. Ce qui se passe, et c'est là où tu le sais pas et t'en as pas forcément conscience, c'est que tu rentres dans un soft de marketing automation, tu rentres dans le CRM de Porsche. On sait sur alors des gammes des gammes pas forcément luxe, on sait qu'il faut aujourd'hui 6 à 8 mois pour prendre ta décision de changer de voiture à partir du moment où tu commences tes recherches. Je reprends mon exemple. Donc, ce que je te disais, c'est que dans 6 mois, on va t'envoyer un email et on va te dire voilà, on vous propose un test dans la concession à côté de chez vous et on va te proposer 3 voitures que tu peux tester. Dans les 3 voitures, il y aura la voiture que tu as configurée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le commercial qui va te recevoir, lui, il aura tout le détail de ta configuration et des options que tu auras mis dedans. Et donc, il va pouvoir faire sa vente de manière beaucoup plus simple puisqu'il a déjà des informations sur toi. Et donc, ça veut dire qu'on va faire une vente à froid puisque tu viens voir un concessionnaire mais que tu n'as pas forcément demandé un rendez-vous avant, alors que j'ai déjà des informations chaudes sur toi. Et donc là, on arrive à des systèmes qui marchent très bien en B2B ou voilà pour l'exemple de la vente de voitures. Ok, alors par contre, moi j'ai une question du coup. Est-ce que l'utilisateur, là on parle beaucoup tu sais, de vie privée ces derniers temps, on a beaucoup de lois qui sortent, etc. Est-ce que l'utilisateur va pas se sentir un peu espionné, fliqué, du fait qu'on sache beaucoup de choses sur lui? Alors, le fait qu'on sache beaucoup de choses sur lui, aujourd'hui, on voit que c'est pas forcément le point qui pose problème avec l'utilisation de Facebook et des réseaux sociaux où l'information elle est donnée. L'important, c'est d'avoir son consentement et donc de ne pas faire n'importe quoi. Par exemple, aujourd'hui, les outils qu'on utilise, quand tu souhaites te désinscrire, la désinscription elle est immédiate. Et pour te dire à tel point on a poussé le truc jusqu'au bout, il faut passer par le support pour réactiver quelqu'un qu'on a désinscrit. C'est-à-dire que le client ne peut pas réactiver un prospect dans sa base manuellement. C'est bloqué. Donc ça, c'est une sécurité aussi. Après, on est en conformité avec la CNIL. Il y a des modifications à mettre dans les mentions légales et sur le bandeau d'information. Mais on est en conformité aujourd'hui avec la CNIL. Donc ça, c'est déjà pour tout le volet légal. Et après, sur la question du flicage, il faut savoir qu'aujourd'hui, un Google Analytics est aussi intrusif ou aussi peu intrusif que du marketing automation, puisque c'est des informations qu'il récupère. J'ai des clients qui m'ont dit, mais comment Google Analytics arrive à avoir des données démographiques sur mes visiteurs? C'est vrai qu'on se dit pas ça, mais c'est vrai. Consolidation de bases de données, lien entre leurs bases de données métiers, entre les bases de données des réseaux sociaux, Google Plus qui donne des infos, les bases de données d'advertising aussi. Tu croises, quoi. Donc voilà. Donc on fait rien d'autre que mettre à la disposition des entreprises cette puissance-là et on les accompagne là-dessus pour qu'on fasse pas n'importe quoi. On est bien d'accord que si demain je fais un site sur un régime et que tout d'un coup je me rends compte que tu viens visiter mon site sur les régimes, je vais pas t'appeler et te dire cher Thomas, merci d'avoir visité notre site, je vous fais une offre de réduction sur notre dernier. Il y a une manière d'accompagner les choses. Voilà, il y a une manière de dire les choses. Maintenant, la question c'est est-ce qu'on collecte des données sur les utilisateurs? Oui, mais rien d'autre que ce qui nous donnent eux-mêmes. Est-ce qu'on respecte la CNIL? En effet, oui aussi. Et aujourd'hui, surtout dans le B2B, puisqu'aujourd'hui on travaille essentiellement dans le B2B, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le B2B, un formulaire précis avec une dizaine de champs ne pose pas de problème. Parce que je sais
que en tant que professionnel, quand je remplis ce genre de formulaire, je vais être contacté par un commercial. Donc j'ai juste envie de ne pas lui faire perdre de temps et j'ai pas envie de perdre du temps moi. Donc, oui, on fait du suivi de visiteurs, on fait du tracking, mais aujourd'hui, ce tracking est le même que celui de Google Analytics ou un autre, hein. Tu peux prendre AdSense, machin, enfin, voilà, tous ces AdWords outils qui bidule, mettent. là, les pubs qui t'affichent, ouais. Donc, voilà, et le remarketing, par exemple, on voit que le tracking se fait de site en site, hein, puisque c'est le même cookie de AdWords ou de AdSense qui est intégré. Donc, voilà, on en revient toujours au même. Maintenant, le problème n'est pas la technologie et la manière dont on s'en sert. Et aujourd'hui, on se rend compte que euh, un ingénieur chez Alstom, quand il va faire ses courses chez ses fournisseurs, s'il a une expérience qui est positive, il va pouvoir acheter ces fournisseurs-là. Et en fait, il le souhaite qu'on ait des informations sur lui. Voilà. Et il n'y a rien de magique, encore une fois, hein, je préfère le redire, il n'y a rien de magique. Si vous venez sur le site et que vous donnez aucune info, bah, tout ce que je sais de vous, c'est votre adresse IP et votre localisation. Mais j'ai aucune autre info, je peux pas. Oui, c'est quelque chose de public. Limite, ça rentre dans le cadre de la sécurité réseau, tout ça. Enfin, Ouais. donc, oui. Et après, c'est comme si je te Hmm. croise dans la rue et que je te reconnais et que j'enregistre ton image dans ma mémoire, c'est la même chose, quoi. Oui, Je t'ai voilà, je croisé t'ai dans vu à la rue. tel endroit, machin. Voilà. Ouais. Maintenant, bah, il y a des gens qui mettent une cagoule dans la rue pour pas être reconnus et il y a des gens qui masquent leur adresse IP en passant par des proxys. Bah, donc voilà. Après, la question je sais que entre autres Sylvain de Axnet est très sensible sur ces questions-là et on y a longuement débattu et je suis pour aller dans la direction de la plus grande transparence possible sur le respect stricto sensu des lois des différents pays. Il faut savoir que la CNIL en France n'est pas la pire, hein. Les lois en Allemagne sont bien plus costauds. Euh, alors en termes de, quand je dis la pire, c'est la plus contraignante pour les entreprises, hein. Parce Elle que est stricte, elle. je Ouais. pense que c'est une bonne chose aujourd'hui que ces lois soient là pour protéger les utilisateurs et les visiteurs. Maintenant, euh, ce sont des outils qui sont utilisés par les plus grands groupes. Ce sont des outils qui sont à la portée maintenant aujourd'hui des PME et même des TPE. La question est toujours la même, c'est comment on l'utilise, qu'est-ce qu'on fait des données derrière et comment on respecte nos utilisateurs. La collecte de données, il y en a toujours eu. On est juste en train de l'automatiser, de l'accélérer de la simplifier pour les utilisateurs. Euh, voilà. Après, c'est toujours une question d'éducation et de manière de l'utiliser. Est-ce qu'il y aura des dérives? Oui. Est-ce qu'il y en a déjà eu? Oui. Il y a un risque. Maintenant, quoi qu'on fasse aujourd'hui, il y a un risque. Hmm. Voilà. Oui, Donc, bah, de toute façon, à partir du moment où tu es sur Internet, déjà, t'as pas mal de choses. Bon, tu perds un peu tes droits, etc. quoi. Mais tout, hein, droit d'auteur, tout ce que tu veux, quoi. Tu fais un site, forcément, tu te feras copier un peu. Tu et navigues sur Facebook, rien ne te dit qu'à derrière, tu revends pas des informations, des choses comme ça, quoi. C'est, si c'est bien caché, mine de rien. c'est comme tout. C'est comme il y a quelques années, mais les personnes qui venaient voir en me demandant si je pouvais désactiver le clic droit sur un site de photo pour pas qu'on puisse copier la photo. Et je dis, mais à partir du moment où elle est en ligne, que ce soit vous, quelqu'un d'autre qui la mettiez, elle est en ligne. C'est tout. Tu fais un prime écran. Après, tu la découpes Voilà. ou Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est t'aspires. que voilà, les règles du jeu, elles évoluent. Et il faut juste s'adapter à ces nouvelles règles du jeu. Après, on n'est pas obligé de les accepter. Maintenant, c'est comme mes clients qui me disent: Ah, mais moi, je veux pas être sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi? Ah, bah parce que je veux pas que ma marque, on en parle sur les réseaux sociaux. Mais je vous avais pas compris. Les réseaux sociaux, c'est comme un groupe de potes discutant autour d'un bon feu. Hmm. Euh, ils parlent de vous. Maintenant, la question, c'est est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux pour pouvoir répondre, écouter et répondre? Bah, après, si vous voulez pas y être, c'est pas grave, mais votre marque, elle y est déjà. Ou alors, si elle y est pas, faut vous poser une question. C'est qu'en en termes d'image de marque, voilà. Donc aujourd'hui, la réalité, elle est là. C'est-à-dire que le monde évolue et ça plaît pas forcément à tout le monde. Ça plaît pas forcément à tout le monde. Alors, aux utilisateurs, et je suis d'accord que la liberté, le respect de la vie privée sont hyper importants. Je pense entre autres à ce que Tristan Nito est en train d'écrire, le livre qu'il est en train d'écrire en ce moment autour du respect de la vie privée. C'est des choses qui sont fondamentales. C'est pour ça que je dis qu'il faut que ce soit encadré, que ce soit utilisé de manière euh, avec parcimonie, c'est important. Mais il y a aussi beaucoup d'entreprises qui crient au scandale parce qu'on utilise, on traîne leur marque dans la boue sur les réseaux sociaux, par exemple. Donc, il y a toujours ces deux côtés d'une même pièce et cette réalité du digital qui évolue vite. Et aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'on a un vrai rôle à jouer, nous, en tant que consultants, en tant que traducteurs dans ces mondes-là, pour les accompagner à
aider nos clients à comprendre les enjeux qu'il y a derrière et à faire les choses correctement. Ouais. Ouais, je pense que t'as tout dit, hein, à peu près. Ben, pas tout, mais voilà, t'as dit les grandes lignes. Euh, alors, du coup, bon, vous êtes axé marketing automation, on a parlé de création de contenu, tout ça. Et hors Eureos, et toi, t'as des projets personnels, t'en avais parlé de généalogie, etc. chez Ouais. Laurent il y a presque, bah, il y a un an, je crois. Il y a un an, 2 ans, je sais plus. C'était il y a un peu moins d'un an la vidéo avec Laurent. C'était début de l'été dernier. Euh, donc généalogie, le projet est en stand-by pour l'instant, même si j'aimerais bien avoir plus de temps à m'y consacrer. Mais aujourd'hui, bah, voilà, Ouais, t'as moins de j'apprends. temps. Ouais. Voilà, j'apprends à faire un focus sur un sujet à la fois et à faire les choses bien et à mettre l'énergie au bon moment, au bon endroit. Mais j'y crois toujours et la réflexion continue, clairement. Maintenant, c'est juste que j'ai plus le temps forcément de faire du développement. Sinon, on a lancé les Curious Kids Podcast Ah oui. sur curiouskids.co, sur lequel on a publié plusieurs podcasts. Alors, on n'arrive pas à tenir aujourd'hui le podcast mensuel puisqu'on est tous bien pris, donc avec Mathéo et Grégoire, que je salue au passage. Donc ça, c'est pour les projets perso. Après, je peux parler du Rencard du Web que j'anime avec Yannick depuis juillet 2010. Donc Ah bah, on a fait voilà, on a fait. une petite rencontre quand je suis venu Ouais, sur Annecy, on a mangé ensemble et tout, c'était sympa. Bon, il n'y avait pas grand monde, hein, c'était vacances, tout ça, puis on ouais, avait communiqué assez tard, je pense, dessus, et on avait fait un apéro SEO quand t'es venu et en fait le Rencard du Web, bah, on est présent 4 fois par an à Genève et 4 fois par an à Annecy. On ouvre Annemasse, donc une petite ville entre Annecy et Genève, le 31 mars. On sera bientôt présent à Thonon. Donc voilà, on va être présent sur 4 villes. On a fait aujourd'hui 35 événements et ça touche les professionnels du web. Et moi, je suis toujours euh, interpellé par le nombre de personnes qui se déplacent à chaque événement. Je me dis, mais tiens, on fait un truc qui est en final, juste on dit aux potes, venez boire une bière, quoi. Sauf qu'aujourd'hui, les potes, ouais. c'est une mailing list de 650 personnes, quoi. C'est vrai Euh, que tu m'avais parlé bien. d'événements où t'avais facile 40, 60 personnes, peut-être plus même, je sais pas. La moyenne, c'est une cinquantaine. Voilà, une cinquantaine, donc c'est vrai que, bon, mine de rien, c'est juste le domaine du web. Enfin, après, bon, il y a sûrement d'autres personnes qui viennent, mais je veux dire, c'est quand même le web. Dans une ville, de manière générale, bon, sur Paris, c'est clair, tu peux avoir du monde. Après, sur Annecy, c'est une plus petite ville. Bon, t'as quand même pas mal d'acteurs du web là-bas. Mais en soi, voilà, faut quand même ramener du monde. Et puis, il faut être dispo, tout ça. Et c'est vrai que 50, c'est quand même pas mal pour boire un coup et puis discuter, quoi. Et, Quand tu et penses que dans puis, les ils restos viennent camp, pas. Et puis, ils viennent pas 30 minutes, hein. En général, ils arrivent 18-19 heures et ils repartent, il est passé minuit, quoi. ouais. Il y en a qui en ont fait leur rendez-vous habituel, quoi. C'est des piliers de comptoir. Ils ont l'habitude, ils viennent, ils sont là à l'heure, ils viennent discuter et ils se retrouvent leurs potes, quoi. Et moi, je trouve ça juste génial. Ah, c'est bien, ça tisse des liens, Ouais. c'est cool, on discute de ce que a fait l'autre, etc. C'est enrichissant, puis on apprend beaucoup de choses. Moi, ce qui est important pour moi, c'est que les entreprises et les freelances qui se lancent et qui sont là dans le coin, ils continuent à exister demain parce qu'ils aient encore du boulot et qu'ils aient du boulot intéressant avec des entreprises intéressantes. C'est la chose pour laquelle je me bats tous les jours pour que notre écosystème il soit là et il vive. On est dans un domaine qui est dynamique et dans un lieu, hein. En gros, aujourd'hui, nous, notre domaine, notre sphère d'influence, c'est Lausanne, Grenoble. On a des gens qui viennent même des fois de plus loin, hein, puisqu'on a eu des gens qui sont venus de l'étranger au Rencard du Web, de l'étranger loin, hein, Espagne, Italie, Angleterre. Donc voilà, c'est toujours marrant. Et sinon, globalement, c'est des gens du coin. Et qui viennent faire du réseau, du networking, et sur un truc super simple, parce qu'il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de conférence, c'est juste, voilà, on est là de 18h à minuit, venez quand vous voulez, repartez quand vous voulez, payez vos consos, et discutez avec qui vous voulez. Et ça, c'est juste, voilà, d'une idée au départ, Moi, c'est toute vrai que simple. oui, tout simple, ouais. C'est ce que j'allais dire. On a fait 35 événements, on a 650 personnes qui sont venues. Et le message que j'aimerais passer, c'est que si vous, de votre côté, dans votre ville, vous soyez à Nantes, à Bordeaux, à Paris, à Lille, mais même dans une petite ville, on n'a pas besoin d'être dans une grosse, grosse ville, hein, eh bien, vous souhaitez l'organiser, ben,
help yourself. Vous êtes les bienvenus, on vous donne un coup de main, on vous accompagne pour organiser les premiers, on vous donne les bonnes méthodes, et après, ça roule tout seul si vous voulez le faire à l'étranger. Voilà, le rencard du web, c'est pas le truc de Yannick et Pierre, c'est vraiment un Ouais. projet collaboratif et collectif. Non, bon, on en avait parlé d'ailleurs, je t'avais dit que peut-être je verrais pour Paris tout ça, je m'étais renseigné pour voir des places, tout ça, ou des bars, des restos où on pourrait aller. Mais c'est vrai que quand j'ai vu la base de travail, chercher les réseaux, tout ça, puis moi, bon, c'est vrai que je suis quand même. On peut dire que je commence vraiment mon entreprise, etc. Je suis sur la première année, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi, quoi. J'ai pas mal de taf. Et après, plus tard, enfin, on peut faire même un appel s'il y a quelqu'un. Moi, je suis de Seine-et-Marne. S'il y a quelqu'un qui veut faire quelque chose sur Paris, sur Melun, quelque chose comme ça, qui prenne contact avec moi ou avec Pierre. Et puis, Bah, ce serait juste génial qu'il y ait d'autres villes où ça se lance et que ce soit des villes qui soient pas à côté d'Annecy, hein, bah, surtout en région c'est pas, parisienne, voilà. il y a pas mal de monde, quoi. C'est vrai que ça serait Je, pas mal. Je sais qu'à Paris, il y a plein de choses et je pense qu'en région parisienne, ce serait sympa. Voilà. C'est juste si vous avez envie, le concept est sympa. Nous, on est dispo pour vous aider à le monter et voilà, ce serait vraiment cool que ce soit sur d'autres villes parce que on pense que ça apporte de la valeur au réseau et on pense que c'est important de se connaître. C'est Hmm. toujours pareil, j'ai plus de facilité à imaginer que demain je vais bosser avec toi, Thomas, parce que j'ai déjà un lien avec toi. Alors que s'il avait fallu qu'on fasse juste du business ensemble, bah, c'est pas forcément voilà, c'est pas forcément le cas. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens qui sont dans le coin, quand ils sont à Genève, quand ils sont à Annecy, quand ils sont à Chambéry, quand ils cherchent un prestataire, ils puissent avoir un prestataire local et qu'ils aillent pas à l'autre bout du monde pour trouver quelqu'un, parce que c'est pas forcément utile. Bah, d'ailleurs, c'est très intéressant ce que tu dis parce que j'ai un client qui m'a contacté la semaine dernière. Il m'a appelé parce que j'étais en Seine-et-Marne. Parce que j'étais à 20 minutes de chez lui. Et je trouvais vraiment ça intéressant qu'ils prennent ce principe, quoi. Parce qu'il Mmh. aurait très bien pu prendre quelqu'un ailleurs ou prendre quelqu'un qui soit moins cher et qui se trouve dans un autre pays. Enfin, on n'en sait rien. Et c'est vrai que j'ai trouvé vraiment pas mal qu'il m'appelle parce que j'étais en Seine-et-Marne, quoi. Et malgré le fait qu'on soit sur Internet et que tout peut être dématérialisé, c'est quand même important le contact humain et c'est primordial. Moi, je pars du principe que quand on a eu une relation euh, physique, qu'on a rencontré la personne, qu'on a partagé un moment avec elle, que ce soit un verre, que ce soit un repas, que ce soit une soirée de fou rire, peu importe. Ouais, À partir du moment, bah, ça crée des liens et c'est quand même la relation est plus la même. Voilà. oui, bah c'est clair. Ok, bon, on va s'arrêter là, mais bon, avant ça, tu vas peut-être dire où c'est qu'on peut te retrouver sur Twitter. Alors sur Twitter, @pierre_a. Euh, T'as un site voilà, aussi, pierre.amelot.fr, voilà, c'est ça? pierre.allo.fr et puis Eureos bah, aussi pour l'agence où tu bosses. voilà, eureos.com, mais on peut retrouver tout ça et tous mes différents projets depuis mon site internet ou depuis mon Twitter. Et puis, ce serait avec grand plaisir de discuter avec vous. Mon Skype est toujours ouvert à dispo. Ce qu'il faut savoir, c'est que Thomas, on s'est rencontrés, il me semble, grâce à la vidéo chez Laurent. Ouais. Thomas m'a sollicité dans les commentaires. On a continué à discuter par email ou par Twitter. Et Par après, email on puis s'est fait par un Skype. Skype, ouais, Voilà. c'est Et ça, après, on ouais. s'est fait un Skype. Et de fil en aiguille, je lui ai dit, bah, ce serait cool que tu viennes passer un moment à Annecy. Il est venu et voilà. Et j'ai, j'aime beaucoup ces amitiés du web, ces gens qu'on rencontre ou pas. Avec qui on a des échanges réguliers et qui sont voilà qui peuvent devenir des mentors, des amis, voilà Ouais. des confidents et c'est juste génial. Donc si vous avez envie d'échanger, si vous avez un projet, une passion, que vous voulez juste qu'on voilà qu'on discute, qu'on papote, que vous avez un problème, un défi, eh ben, discutons. Venez, mon Skype est toujours voilà, mon Skype est toujours ouvert. Il y a toujours moyen de discuter, de prendre un peu de temps. Et c'est avec grand plaisir que je le ferai. Voilà. Puis voilà. Et Ouais, puis au plaisir de vous rencontrer. Bah, donc déjà toi Thomas, quand tu veux. Et au plaisir de vous croiser, soit une fois quand je suis sur Paris, soit à Genève, Annecy ou ailleurs. ouais. Bah, je vais voir pour Genève encore. Je réfléchis en ce moment. C'est vrai que bon, j'essaie de déplacer les choses, mais c'est un peu compliqué. Oui, Euh, alors on peut faire l'annonce du SEO Camp à Genève. je vais le faire la semaine prochaine avec quelqu'un. Ah, d'accord, ok, il y a une interview. Mais Alors, tu peux je fais en un parler. pré-teasing. Je Voilà, fais un vas-y. pré-teasing.
Il y a deux super potes, Patrick et Yannick, qui organisent SEO Camp Genève la première fois. Il me semble que le SEO Camp sort de France. Une super organisation, des conférenciers qui sont juste extraordinaires, mais top, de chez top. Je les connais pour la plupart, je crois que je les connais tous. Je les ai déjà tous vus en conf. Ils sont tous hallucinants. Pour une fois que ça va pas être des confs bullshit où on va essayer de vendre son produit, mais que ça va être vraiment des trucs de qualité. Ça va être une journée de dingue. Moi, j'ai déjà pris ma place, et donc voilà, déjà. Si vous avez envie de me voir, je serai là-bas. Et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est le 22 juin. En tout cas, c'est fin juin. Je vous invite à vous inscrire. Vous allez sur le site du SEO Camp. Et si vous avez la moindre question, à dispo pour y répondre. Et sinon, Patrick Charrer et Yannick Bouvard sont sur Twitter et sont à votre dispo pour toutes les questions pour y répondre. Et ça va être un événement comme on aime bien dans le coin. Voilà. Ok, bon. Bah écoute Pierre, je te remercie d'être revenu et puis je te souhaite une bonne continuation dans tous tes projets en tout cas, ce qui sont prometteurs et vraiment bien. Merci pour l'invitation. Je te souhaite une bonne continuation, monsieur la star du web. Monsieur Lover, la star du web, ça va être quoi après? Ouais, c'est bon pour mon personal branding ça. Voilà, c'est ça. Et en tout cas, voilà, merci beaucoup pour ta proposition. Toujours avec plaisir pour venir discuter de quoi que ce soit. Et voilà, et quand tu veux. Ouais, pas de souci. Bah écoute, à la prochaine Pierre et puis merci d'avoir regardé les gens. Merci à tous et à bientôt. Ciao ciao. Ciao, ciao.